Bonjour à tous, je vous propose de commencer. Allez, on va commencer, je vais faire l'appel. Donc Paul Carrère présent, Isabelle Cantegrey, présent. Jérôme Baillac, présent. Anaïs Frousteil, présente. Yannick Villatoro, présent. Nathalie Momen, présent. Christian Navarret, présent. Marie-Christine Altimira, présent. Alain Cloutour, absent excusé, a donné pouvoir à Sarah Castillo, Jaimes, Angina Guillemsan, Marie-Louise Martin, Brigitte Calliotte, Didier Brouste, Nassira Larousse, Bertrand Piel, Christian Pitt, Philippe Fontancotte, Arnaud Brunet, Philippe Espuna, Agnès Desqueyrou, Nicolas Mathieu, absent excusé, a donné pouvoir à Jérôme Baillac, Céline Broquer, absente excusée, a donné pouvoir à Christian Pitt, Anaïs Barreit, Caroline Pierre, Sébastien Garbaille, Sarah Castillo Jaimes, Elliot Lasserre, Catherine Cordier, Fabrice Lachenmayer, Gilles Gauthier, Lydia Gajda Delmont, Arnaud Duprat, absent excusé, a donné pouvoir à Fabrice Lachenmayer et Patrick Pressoir. Les pouvoirs, je viens de les donner. La désignation du secrétaire de séance, je vous propose que ce soit Marie-Christine Altimira, qui ce soir soit secrétaire de séance. L'ordre du jour, vous l'avez vu, 10 délibérations. Est-ce que vous avez des remarques sur cet ordre du jour? Pas de remarques. Très bien. Sur le procès-verbal du dernier conseil municipal, est-ce que vous avez des remarques? Pas de remarques. Très bien, il est adopté. Et nous passons aux délibérations. Première délibération. Renouvellement de la convention de mise à disposition des locaux communaux au profit des services relais petite enfance RPE et lieux d'accueil enfants-parents, l'AEP, de la communauté des communes du Pays Morconnais. C'est toi, Nathalie, qui nous la présente, s'il te plaît. Appuie. Et là, oui. Voilà. Oui, donc vous le savez, nous mettons à disposition des locaux pour le RPE qui propose des activités notamment pour les assistantes maternelles et pour le lieu d'accueil enfants-parents qui a réouvert en février dernier et qui est itinérant sur la communauté de communes. Ce sont deux services qui sont portés par la communauté de communes. Et donc, nous mettons à disposition des locaux pour que ces activités puissent avoir lieu. Donc là, il s'agit des locaux de Morée, du centre de loisirs de Morée. Donc, ce que je vous propose, c'est de renouveler cette convention qui définit les conditions dans lesquelles ces lieux sont mis à disposition, notamment en termes d'assurance. Le fait qu'on les met à disposition à titre gracieux et le fait qu'on peut demander un remboursement quote-part pour l'entretien et pour les fluides à hauteur de 500 € maximum par an. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Oui, bonsoir à tous. Concernant la convention, oui. Nous avons noté quelque chose, 3 points, notamment le premier, concernant l'article 5, au niveau de la police d'assurance, c'est l'adresse qui m'interpelle. Pour jouer à des jeux de piste, donnez-nous l'adresse. 167 route de Villeneuve. C'est pas tout à fait le domaine de Morée. Coquille, je vous le confirme. Voilà. La deuxième, donc ça prend effet à partir du 20 mai. Oui. Donc on s'interroge concernant le fait que ça soit rétroactif, mais sans que vous l'ayez justifié, au moins par écrit. Voilà. Ok. Et donc c'est rétroactif. Oui. Enfin, on n'allait pas arrêter. Enfin là, il y avait un conseil ce soir. Enfin, on n'allait pas arrêter les activités du LAEP et du RPE parce que la convention n'était pas renouvelée. Enfin, je sais pas. C'est un détail. C'est des choses. Oui, mais enfin voilà. Je sais et pas et la troisième, enfin la plus importante, c'est que pourquoi on n'utilise pas. On est le 25. Ah non, on est en fait, ça aurait pu être fait le mois d'avant, oui. Et c'est fait le mois d'après parce qu'on ne l'a pas fait le mois d'avant. Okay. Voilà la réponse que je vous donne. Donc l'essentiel, c'est que l'activité soit maintenue. Oui. Vous notez qu'il y a un décalage. Il n'y a pas de prise de risque majeure, donc on le corrige sur le mois d'après. Voilà. D'accord.
Par contre, la dernière question, pourquoi on n'utilise pas la maison des assistantes maternelles pour... La maison des assistantes maternelles Oui, parce qu'en fait, elle est destinée à un autre usage, à installer des assistantes maternelles pour qu'elles créent une MAM. D'accord. C'est pour ça qu'on n'utilise pas la maison des assistantes maternelles. Ok. On va avoir du mal à installer des assistantes maternelles si les locaux sont utilisés pour le LAEP et le RPE. Et en plus, les locaux du domaine de Morée sont tout à fait adaptés à ces activités. Ça s'est toujours passé. Enfin, le LAEP et le RPE ont toujours eu lieu là. Et les locaux conviennent parfaitement puisque ce sont des locaux qui sont adaptés à accueillir oui, ça, j'en doute pas, mais je vais poser la question. Voilà. D'accord. Et ils ne sont pas libres, les locaux de la MAM. Voilà. Ok. D'autres questions? Non. S'il n'y a pas de merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Deuxième délibération, approbation de l'avenant numéro 2 au bail du 24/11/2011 relatif au site de radiotéléphonie du lieu-dit Marcian. C'est Je vous informe que par bail du 24 novembre 2011, la commune de Morsens a mis à disposition de Free Mobile un emplacement situé route de Mont-de-Marsan, au lieu-dit Marcian, destiné à l'implantation d'un pylône de radiotéléphonie. Ce bail a été transféré à la société On Tower France par avenant du 15 mai 2023. La société On Tower France souhaite modifier aujourd'hui, pour vous situer, c'est le pylône qui est en sortant de Mont-de-Marsan, de Morsens, pardon, qui est à côté du lotissement du Marcian, les anciennes maisons rondes d'EDF. La société On Tower France souhaite modifier aujourd'hui et améliorer les équipements techniques du site. Ces modifications augmentent l'emprise des installations de 6 mètres carrés. Elles étaient à l'origine de 35 mètres carrés, donc ça fait une surface occupée environ 41 mètres carrés. Il a été convenu que pour tout nouvel opérateur qui s'installera sur le pylône, donnera à la commune une redevance complémentaire annuelle de 1 000 €. Donc 1 000 € par opérateur qui s'installeront sur ce pylône qui va être amélioré à compter de l'installation définitive. Donc, il vous est proposé d'approuver les modifications techniques envisagées, d'approuver l'avenant numéro 2 du bail, et d'autoriser Monsieur le maire à signer les documents nécessaires. Pour information, le loyer de ce pylône est de 2 500 € par an. Merci. Alors 2 500 €, c'était le prix initial en 2011 et dans le cadre de la réactualisation, c'est un peu plus, bien sûr. Et donc là, il y a les 1 000 € supplémentaires. Voilà. Vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Pas de remarques? Je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 3. Candélabre accidenté rue du Marcian, justement, 4010 Morsinx-en-Nouvelle. C'est toi, Christian, qui nous parle des candélabres ce soir. Ok. Alors, je vais vous parler des candélabres et justement, les trois délibérations qui arrivent vont parler des problèmes de candélabres accidentés. Donc, il faut savoir qu'on aura ce type de délibération assez souvent tout au long du mandat. Donc, je vais en 2 mots vous dire pourquoi on a ces délibérations. Enfin, le moins souvent possible, quand même. Malheureusement, ça arrive très souvent. Comme vous le savez, la commune de Morssinx a adhéré au SIDEC pour la gestion de son éclairage public. La commune compte environ 1450 points lumineux sur le territoire. Et donc, très régulièrement, nous avons des candélabres soit bousculés, soit accidentés. Lorsqu'un candélabre est détérioré, il y a 2 cas possibles. Si le responsable est connu, il y a rédaction par les services techniques d'un constat qui est transmis au SIDEC, qui lui va se retourner contre l'assurance du responsable pour se faire rembourser le montant des travaux de réparation. Si le responsable n'est pas connu, un devis pour le compte de la commune est établi par le SIDEC avec une participation du SIDEC. Ce devis doit être validé par une délibération du conseil municipal. C'est pour ça qu'on a cette délibération. Donc, je passe à la première. SIDEC, candélabre accidenté rue du Marcian. Donc, c'est un candélabre accidenté sans responsable connu. Dans celui-là, seule la lanterne est à changer.
le mât n'a absolument rien, etc. Il y a quand même un devis total de 991 € avec une subvention de 297 € du SIDEC et un reste à charge pour la commune de 694 €. Donc je vous propose de financer ce montant sur fonds libres. Merci. Donc pour cette première délibération, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Je te laisse continuer sur la délibération numéro 4. Sur la délibération numéro 4, donc c'est un candélabre accidenté rue Gisèle Halimi. C'est juste à côté, en fait, c'est la rue d'à côté. Alors sur celui-là, il y a le candélabre accidenté, donc la lanterne sans responsable connu, bien sûr. Donc la lanterne est à changer, mais il faut également reprendre le massif de fixation du mât. Le devis total est de 1 228 € avec une subvention de 368 € du SIDEC et un reste à charge pour la commune de 860 €. Là, pareil, je vous propose de financer ce montant sur fonds libres. Merci. Des questions? Pas de questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Allez, chemin de Morée. Troisième, donc, concernant ces candélabres accidentés, chemin de Morée. Sur celui-là, le candélabre nécessite la dépose et la repose du mât parce qu'il faut remplacer le massif. Il faut également remplacer la crosse et la lanterne. En fait, on ne garde que le fût qui est encore valable. Le devis est de 1 687 € avec une subvention de 506 € du SIDEC et un reste à charge pour la commune de 1 181 €. Donc je vous propose également de financer ce montant sur fonds libres. Merci Christian. Des questions? Pas de questions. Donc ça fait 3 sur 3 sur fonds libres avec personne qui n'a été pris sur le fait ou qu'on a pu... Alors malheureusement... Attends, je vais le faire voter. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Je vous remercie et je te repasse la parole. Oui, je voulais juste rajouter que malheureusement, lorsque c'est simplement une petite bousculade entre guillemets du candélabre qui n'engendre pas de grosses casses sur les véhicules, c'est rare quand on a le responsable. Quand c'est vraiment le véhicule qui vient percuter un candélabre, là on arrive souvent à retrouver le responsable. Comme par exemple au rond-point de la maternelle. Comme il y en a un au rond-point de la maternelle. Qu'on passera dans quelques temps où on avait effectivement... n'est pas encore remplacé. Et voilà. Voilà. Bon, merci beaucoup. Délibération numéro 7, c'est encore pour toi d'ailleurs. Marché achat de services en télécommunication 26-27. Je vais trop vite, pardon. Mais c'est encore pour toi aussi. C'est ça. Approbation de la convention d'accompagnement de mise en conformité avec l'obligation réglementaire éco-énergie tertiaire avec le SIDEC, toujours. Pardon. Alors là, il s'agit d'un renouvellement, puisque la convention arrivait à terme. Donc je vous fais un petit rappel, le décret tertiaire qui est issu de la loi Elan impose aux propriétaires et occupants de bâtiments tertiaires de réduire progressivement leur consommation d'énergie. Donc sont concernés les bâtiments, parties de bâtiments ou ensembles immobiliers à usage tertiaire dont la surface cumulée est supérieure ou égale à 1000 m². Ce que nous demande le décret, c'est de réduire la consommation énergétique de ces ensembles par rapport à une année de référence qui est comprise entre 2010 et 2019. Il faudra qu'en 2030, les consommations soient réduites de 40%, en 2040 de 50% et en 2050 de 60%. Les obligations principales sont de déclarer chaque année les consommations énergétiques sur la plateforme Opéra, gérée par l'ADEME, de suivre les performances énergétiques et de justifier les éventuelles modulations d'objectifs. Alors, il pourrait y avoir des sanctions administratives en cas de manquement. Donc, afin d'accompagner les collectivités dans cette démarche, le SIDEC propose une convention d'assistance comprenant notamment l'identification des bâtiments concernés, le suivi des consommations énergétiques, la saisie des données réglementaires, la réalisation d'audits énergétiques et l'accompagnement à la définition et au suivi des actions de réduction des consommations. Cette démarche permettra à la commune de répondre à ses obligations réglementaires tout en renforçant la maîtrise énergétique de son patrimoine. La signature de la convention n'engendre pas automatiquement de dépenses, les prestations étant mobilisées à la carte par commune selon ses besoins et sur acceptation préalable d'un devis établi par le SIDEC. Donc je vous propose d'approuver la convention d'accompagnement proposée par le SIDEC, d'autoriser Monsieur le maire à la signer et de prévoir les crédits nécessaires aux prestations qui pourraient être mobilisés. Merci. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions? Oui, Monsieur Lachenmayer.
Appuyez. Voilà. Prenez celui de votre voisin parce que la pile doit être... C'est bon? Ok. C'est bon, apparemment. Oui, j'avais 2 questions concernant cette délibération. La première, vous parlez d'un renouvellement de convention. Donc on est déjà dans ce dispositif. On est déjà dans ce dispositif, on a déjà bien avancé, puisque quand je vous disais qu'il y avait une identification des bâtiments concernés, un suivi des consommations, tout ça c'est déjà engagé, et bien engagé. On a déjà tout cadré sur la commune. D'accord, donc c'est ma première question. Et puis la deuxième, ça concerne justement le budget communal. Est-ce que vous dites que les crédits seront inscrits au budget? Est-ce qu'on a prévu déjà des crédits particulièrement sur ces opérations pour 2026, ne serait-ce que déjà pour la prestation du SIDEC? Merci. Oui, vas-y. Non, mais en principe, oui, il y a des crédits qui ont été bloqués pour poursuivre cette prestation qui avait déjà été engagée, quoi. Voilà. Donc c'est pas un principe, c'est oui. Très bien. Je le mets au voie s'il n'y a pas d'autres remarques. Est-ce qu'il y a des oppositions sur ce dossier? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 7, toujours Christian. Marché achat de services en télécommunication 2026-27, groupement de commandes. Alors, le marché actuel de télécommunications mutualisées entre la commune de Morsinx-la-Nouvelle, la communauté de communes du Pays Morcenais, le centre intercommunal d'action sociale et le syndicat d'élimination des déchets de la Haute-Lande arrive à échéance au 30 septembre 2026. Afin de poursuivre pour une nouvelle année cette démarche de mutualisation et d'optimisation des coûts, il est proposé de constituer un nouveau groupement de commandes portant sur la téléphonie fixe, la téléphonie mobile, les accès Internet et la maintenance associée. La commune de Morsinx-la-Nouvelle assurera le rôle de coordonnateur du groupement et sera chargée de conduire la procédure de consultation. Je vous propose d'adhérer au groupement de commandes, d'approuver la convention constitutive et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'ensemble des documents. Merci. Délibération qu'on prend tous les ans, tout simplement. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Pas la même qu'en communauté de communes. Ah bon, voilà. Justement, c'était pour vous remercier d'avoir pris en compte les remarques que j'avais formulées concernant la convention et les petites erreurs qui s'y trouvaient. Les toutes petites erreurs. Très bien. Parce que M. Lachenmayer est pointilleux, vous savez, en communauté de communes, il a des remarques. Alors, il me l'avait fait à la virgule, moi, pour le dernier conseil municipal. Donc, voilà. Il est très attaché à la virgule. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je prends les remerciements. Est-ce qu'il y a des oppositions sur cette délibération? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 8, dévolution au marché public de fourniture pour l'acquisition d'un tracteur équipé d'une épareuse, attendu depuis bien longtemps. Christian. Tout à fait. Donc les services techniques, et particulièrement le service mécanique, rencontrant de plus en plus de problèmes pour trouver des pièces et réparer le tracteur qui a 30 ans, et l'épareuse qui en a 15, ont demandé depuis quelque temps le remplacement de ces 2 engins. Je vous rappelle que les crédits d'un montant de 180 000 € ont été inscrits au budget 2026. Les services ont donc défini très précisément les caractéristiques des engins souhaités et un marché à procédure adaptée a été lancé avec publication au BOMP et sur la plateforme dématérialisée d'Ematampa. Comme vous avez pu le voir sur l'analyse des offres, 6 sociétés ont remis une proposition. Après analyse suivant les critères établis, le prix, la qualité technique de l'offre, le service après-vente, les délais de livraison, 2 offres se sont détachées. Une négociation a été lancée avec ces 2 sociétés et à l'issue, c'est l'offre de la société nouvelle Saint-Sevé Agriculture qui s'avère être la mieux disante pour un montant de 144 000 € hors taxe, soit 172 800 TTC, pour l'acquisition donc d'un tracteur classe Arion 420M équipé d'une épareuse Rousseau Condor 520 PL Premium. Voilà. Vous les connaissez? Ça fait rêver. Rousseau, oui, parce que quand on les double, c'est écrit. C'est ça, mais classe aussi, c'est très connu. Une reprise de 15 000 € hors taxe pour l'ancien tracteur Renault et équipé d'une épareuse Lynx a été proposée par la société. Le montant du marché excédant la délégation accordée à Monsieur le maire
L'attribution relève donc de la compétence du conseil municipal. Je vous propose donc d'attribuer ce marché à la SARL Société Nouvelle Saint-Sevé Agriculture, d'accepter la reprise du matériel existant et d'autoriser Monsieur le maire à signer les pièces du marché. Merci Christian. Moi j'ai une question, quand c'est qu'il arrive, si on valide ce soir? Alors malheureusement, on ne l'aura pas pour cet été, parce qu'il y a un délai de 8 semaines, je crois. Après, avec ce Donc, qu'on on a l'aura, pris, est-ce on qu'on a l'aura pris début l'herbe, elle a été septembre, calme là, hein? Ouais, je crois que l'herbe là, elle Elle est un peu calmée, oui. est calmée. Bien, est-ce que vous avez des remarques? Ah, Patrick Pessoir, qui a joué beaucoup quand il était petit avec les tracteurs. Vas-y. J'aurais voulu savoir le prix du tracteur et le prix de l'épareuse, si possible. Alors, je vais regarder si on a le distinguo, je ne suis pas sûr, parce que c'est une offre globale, donc Mais on te le donnera si on ne le trouve pas. si je l'ai pas Promis. là, je vais... Ah ben, c'est pas mieux. Ce que je te propose, Christian, c'est on le vote et si tu l'as pas de Ouais, suite, non, tu je me le l'ai- donneras après. Je ne vais pas l'avoir, je pense pas. Je vais regarder. Mais c'est pas grave, vous me le donnerez après. Oui, Ouais, on te le donnera. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Classe, Rousseau, ça va? Tu connais? Oui. Bon, très bien. Mais s'il n'y a pas de questions, je le m'envoie. Est-ce qu'il y a des oppositions sur ce marché? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 9, approbation d'une promesse de bail emphytéotique et de constitution de servitude pour le développement d'un projet de stockage d'électricité avec la société Ambos Énergie. Alors, la délibération numéro 10 qui suit est un peu du même acabit, donc je vais faire une intro pour présenter un peu ce que c'est, tout simplement. Et après, on reviendra sur chaque délib. Donc, pour votre info, notre projet de stockage, ce projet de stockage d'électricité au massif, les batteries stationnaires sont aujourd'hui considérées par RTE, Réseau de transport électricité, RTE, comme une filière stratégique pour l'évolution du système électrique. Alors, on est très bien placé puisqu'on a le site de Cantegrit. Et le stockage de l'électricité, dont le coût a fortement baissé, notamment pour les batteries, est une solution pertinente pour mieux intégrer les énergies renouvelables, répondre aux besoins d'équilibre de systèmes électriques ou traiter les congestions locales des réseaux. Alors pour nous, c'est particulièrement le cas puisqu'il y a de nombreux projets dans le nord des Landes qui font de l'énergie solaire. Et donc ça permet non seulement de récupérer, de stocker et de pouvoir le réinjecter dans les réseaux de RTE. RTE a ouvert en 2025 des possibilités de raccordement sur le poste source de Cantegrit à Morsinx-en-Nouvelle. Plusieurs sociétés ont répondu à cet appel à projet. On en a vu combien? 7 ou 8 qui sont venus au moins nous rencontrer. Je crois qu'il y en a eu 17 ou 18 qui avaient concouru sur cet appel à projet. Et parmi elles, il y a Ambos Énergie, puis la deuxième dont je vais parler, qui ont été préacceptés. Leurs dossiers techniques seront donc étudiés, sachant que ils nous ont expliqué, et on a eu la quasi-confirmation, alors on appelle la confirmation officielle, qu'ils étaient dans l'ordre positionnés potentiellement premier et second pour être éligibles sur cette opération. Voilà. Donc ces deux sociétés ont pris la tâche de la commune pour des promesses de baux amphithéotiques concernant des terrains communaux situés à proximité immédiate du poste source, puisque pour candidater, l'ensemble de ces acteurs avaient besoin d'avoir potentiellement un point d'attache, un terrain tout simplement, correspondant à la réalité de la capacité pour lesquelles ils étaient potentiellement autorisés ou pour lesquels ils candidataient, à proximité le plus possible du site de Cantegrit, puisque l'intérêt d'être le plus près, c'est qu'on a de moins en moins, on a moins de frais de connexion et de réseau pour le connecter à la zone de Cantegrit. Donc, je ne vous cache pas qu'ils sont allés faire le tour sur le cadastre de l'ensemble des propriétaires, publics ou privés, qui pouvaient correspondre à des attendus pour leurs opérations. Alors sur la première délibération, enfin la délibération 9, Ambos Énergie, on est simplement invité à approuver la signature d'une promesse de bail amphithéotique avec la société pour étudier et éventuellement réaliser un projet de stockage d'électricité par batterie sur une parcelle communale d'un peu plus de 3 hectares. Alors c'est une parcelle qui est face à l'entrée de l'usine FINSA. Voilà. Cette promesse permettra à l'entreprise de mener l'ensemble des études techniques, administratives et environnementales nécessaires avant de décider ou pas de lancer le projet. Elle lui donne également la possibilité de conclure ultérieurement un bail amphithéotique et d'obtenir les servitudes indispensables à l'exploitation du site. Alors les conditions, c'est quoi? Durée de cette promesse, c'est 36 mois renouvelables une fois pour 24 mois. Alors l'ensemble des sociétés nous avaient proposé ce schéma. C'est quelque chose de très classique dans ce type d'opération. L'indemnité versée à la commune, c'est 65 000 €, 15 000 € à la signature et 50 000 € après obtention du permis de construire. Donc là, on est dans un schéma de négo, tout simplement.
Ils viennent, ils font des propositions, ils reviennent, ils reviennent, on discute. Je ne vous cache pas que de façon très classique, dans ce type d'opération, ils viennent avec le minimum, ils repartent. Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on est dans un schéma de négociation où c'est un petit peu... personne ne dit ce qui négocie, quoi. Malgré tout, dans un schéma de benchmarking avec des communes voisines ou des communes que l'on connaît qui a été sollicité sur ce type d'opération, on a une réalité de prix potentiellement à proposer. Donc, on les a vus. On a fait des contre-propositions parce que leurs propositions initiales n'étaient pas très intéressantes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'ils valident, c'est 15 000 €. S'ils déposent le permis, c'est un peu plus. Vous l'avez vu, c'est 65 000, c'est 50 000 de plus. Ça veut dire quoi? Que c'est une opération qui, rien que sur cette première partie de portage, nous amène 3 équivalents points de fiscalité. Donc, ce n'est pas neutre. En cas de réalisation du projet, on est sur un bail de 30 ans, bail prolongeable potentiellement 15 ans. C'est comme ça que ça a été travaillé, avec un loyer annuel qui potentiellement est de 70 000 € hors taxe hectare. Alors là, on est sur une opération qui se situe entre 1,5 hectare et 2 hectares. Sur le terrain de 3 hectares, on a quelques contraintes environnementales connues, zone humide par exemple, mais qui sont marginales par rapport à la superficie globale du terrain. Donc on imagine que par rapport à la capacité pour laquelle ils sont retenus potentiellement, on est clairement sur un schéma où il y aura 1,5 hectare à minima qui sera mobilisable. Servitude comprise, bien sûr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on imagine que s'ils vont au bout de l'opération, ils ont donc 5 ans pour le faire, si on va au bout de l'opération, on pourra bénéficier de 100 à 140 000 € par an, pendant 30 ans, puis 15 ans. Un exemple simple, il y a quelques années, quand on avait travaillé avec Neoen sur les 65 hectares, c'était à peu près la même chose sur la part loyer. Donc si vous voulez, il y a un tel enjeu de proximité immédiate des parcelles sur cette zone que ça a un prix important. Et 140 000 € ou 100 000 €, c'est 6 à 7 points de fiscalité par an qui viennent abonder dans les recettes supplémentaires de la collectivité, donc ce n'est pas neutre. Donc c'est pour ça que ces terrains avaient été historiquement acquis, qu'on avait mesuré les enjeux sur l'espace de Canterie depuis de nombreuses années, puisque les projets agrivoltaïques, photovoltaïques sur tout ce nord des Landes devaient transiter par le site de Canterie, qui est le site répertorié par EDF. Et donc on est au moment où effectivement il va peut-être y avoir des opérations qui vont être portées et qui vont permettre à la collectivité de valoriser ce patrimoine et de pouvoir rentrer des recettes en atténuation. Donc c'est vraiment une opération importante. Alors on n'est pas au bout de nos peines, parce qu'ils doivent purger, comme je vous l'ai dit, l'environnemental, l'ensemble des opérations, mais ils sont cadrés, ils sont bien placés en principe dans la shortlist, et donc ils vont le porter, et donc on a cette garantie de premier versement, et dans 5 ans, j'espère, ou dans moins de 5 ans, j'espère qu'on pourra contractualiser définitivement. Ça sera une recette. L'idée, c'est quoi? C'est d'être capable d'avoir des recettes qui soient en atténuation de ce que l'on a perdu sur la tempête Klaus en 2009. La forêt commence à nouveau à être rentable, mais on n'est pas à l'abri d'un autre pépin. Regardez, ce soir, on a une alerte orange avec potentiellement des vents importants. Ça arrive malheureusement régulièrement. On a aussi des risques de maladie. Le nématode fait partie des risques potentiels de notre massif forestier. Et donc, là où on a 1000 hectares de forêt communale, on a besoin de compenser cette prise de risque. Et donc, quand en 2009, la tempête Klaus est tombée, on a perdu plus de 400 000 € par an. Les 65 hectares nous en ramènent une partie. Cette opération nous pourrait consolider une autre partie, sachant que maintenant, la forêt communale recommence à générer des recettes, puisqu'il y a des premières coupes, des éclaircies, et on commence à générer. Mais globalement, l'idée, c'est d'avoir des recettes en atténuation diversifiées et solides qui nous permettent potentiellement d'avoir des marges de manœuvre supplémentaires pour porter les projets, ou pour faire en sorte que là où on a moins d'aide pour le portage de projets, on a une capacité d'autofinancement plus importante. Voilà pour cette première délibération. Je développerai la deuxième juste après. Si vous avez des questions sur la première, allez-y. Oui, ce projet, comme le suivant d'ailleurs, constitue en effet une bonne nouvelle pour les finances de la commune. Et en effet, même s'ils n'aboutissent pas, puisqu'il y a quand même une redevance. Les conditions suspensives sont importantes quand même. On sait en effet que s'ils n'obtiennent pas les autorisations, d'autres projets pas si loin que ça ont rencontré des problématiques avec la préfecture notamment. On sait aussi qu'en effet c'est 5 ans d'instruction, donc ça va être quand même très long. La question que j'avais, c'était pas tant sur le projet en tant que tel, mais sur la société porteuse.
C'est une société toute neuve, toute récente, qui date de 2025. Est-ce que vous êtes sûr qu'elle a les garanties financières pour assumer ce type de projet qui est un projet quand même lourd pour elle et puis finalement pour nous aussi? Merci. Alors, effectivement, vous l'avez très justement dit, 5 ans, c'est effectivement le passage obligé pour passer l'ensemble des contraintes à gérer. On a effectivement eu des projets qui n'ont pas abouti. Je pense par exemple au dossier photovoltaïque sur Arjusan, 13 ans. Donc, après avoir été potentiellement validé, il a été débouté, puis il a fallu faire appel contre appel. On voit ce qui se passe à Rengos, c'est le même schéma. Ils sont en train d'avorter malheureusement après 11 ou 12 ans. On n'est pas dans le même cadre. Mais on n'est pas dans le même cadre là du tout. Là, on est dans un schéma où c'est effectivement le porteur national des réseaux qui a fait un appel à projet et qui lui-même a déterminé quels étaient potentiellement les lauréats. Ambos est dans les 2 premiers. Donc ça veut dire, je pense, que dans le cadre de l'appel au projet, les garanties financières ont été vérifiées. Je ne vous cache pas qu'on sait que c'est une société nouvelle. D'ailleurs, quand ils sont venus nous rencontrer, on a vu le DG qui s'est déplacé et qui nous a expliqué « on est très heureux de l'avoir parce qu'on est jeune, on démarre et pour nous c'est un projet super important dans un schéma de vitrine déjà pour l'entreprise et d'autre part de premières réalisations qui vont nous permettre de déployer ». Donc, par contre, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est un sacré niveau, l'équipe qui est venue le présenter. Et donc, effectivement, il y a potentiellement ce risque, mais dans l'absolu, ce n'est pas à nous à porter ce risque-là. C'est ceux qui ont fait l'appel à projet qui le mesurent. Et donc, s'ils les ont choisis, c'est qu'ils estiment qu'ils sont cohérents. Nous, je ne vous cache pas que dans les premières discussions, ils étaient à même de ne pas donner les 15 000 euros d'entrée. Ils disaient, on vous donne le montant global entre ce qu'on a réussi à avoir les 15 plus les 50, si on y va. On a la garantie des 15, ça c'est acté. Ils nous gèlent potentiellement cette parcelle pendant 5 ans. Mais on se dit que si c'est un dossier qui aboutit, c'est un joli coup pour la collectivité, comme vous l'avez dit. Et si ça n'aboutit pas, non seulement si ce n'est pas eux, il y en a d'autres sur la shortlist qui sont numéro 3, numéro 4, qui souhaitent déjà le porter, parce qu'on les a déjà rencontrés, et qui sont aussi intéressés par cette zone. Et puis c'est une zone en plein devenir, puisque Cantegrit est une zone qui fait partie des 10 ou 12 zones en France répertoriées pour travailler sur ce schéma de recollement de l'énergie nouvelle créée. Et donc on se dit que c'est vraiment une pépite pour nous d'avoir cette parcelle de 3 hectares. Donc elle rapportera un jour ou l'autre. On n'avait jamais souhaité y faire quelque chose de particulier parce qu'on se disait que ce genre d'opération pouvait arriver. J'espère que dans 4-5 ans, on aura la bonne réponse et que ça pourra démarrer. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas d'autres questions? Donc je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors la différence sur la délibération numéro 10, c'est tout simplement les conditions. Alors là, c'est EDF Power Solutions, donc, que l'on a rencontré également, qui sont venus nous rencontrer. Donc là, c'est une opération différente puisque c'est une opération qui est dans un schéma public-privé. D'accord? Donc on est dans un schéma où nous, on est sur un parcellaire beaucoup moins important puisque c'est 9400 m², là où on est sur 3 hectares sur la première opération. Les conditions sont les mêmes, 5 ans, prolongeables de 2 ans, puis jusqu'à 5 ans supplémentaires en cadre de recours. Les indemnités versées à la commune, c'est moindre, hein. C'est 2 000 à la signature et 100 000 après l'obtention des autorisations. Bon, c'est cadencé par rapport à la réalité. En cas de réalisation du projet, c'est un bail emphytéotique d'une durée initiale de 18 ans qui peut être prolongé jusqu'à 42 ans, avec une redevance à la signature du bail de 1 000 € et un loyer annuel de 15 000 €, avec un minimum, c'est pas beaucoup, avec un minimum garanti de 10 000 € par an pour la commune. Bon. Alors les enjeux, vous avez compris, là aussi, c'est de sécuriser notre maîtrise foncière nécessaire à l'étude du projet. C'est un partenariat public-privé. Là, on n'a pas la zone des 9000 m² qui sont là pour accompagner les batteries. On est là pour le bâtimentaire nécessaire et l'accessibilité. Donc c'est ça qu'ils venaient chercher, puisque la parcelle privée disponible n'était pas suffisante pour que l'ensemble de leur opération puisse être mise en place, tout simplement. Voilà. Voilà la différence. Et ce n'est pas Ambos, c'est une petite entreprise qui s'appelle EDF. Voilà. Et qui n'est pas facile à en faire. Voilà, est-ce que vous avez des remarques sur ce point-là? Oui, M. Lachenmayer. Concernant l'immobilisation, vous venez de le dire, on utilise un peu moins d'1 hectare. 9430 m². Voilà, et en fait, l'addition de l'ensemble du parcellaire est de 4 hectares à peu près, c'est ça? Donc, bon, la question c'était pourquoi immobiliser autant d'hectares finalement pour n'en utiliser qu'un seul?
qui va donner lieu à loyer finalement. Parce que le loyer, il va être basé sur l'hectare, mais pas sur les 4 hectares. Oui, on l'a potentiellement noté sur 4 hectares, mais le choix va être fait sur une partie du terrain. C'est ça, hein, globalement. Je ne veux pas dire de bêtises parce que ça fait un peu longtemps. Ouais. Les 9 000 mètres carrés sont détaillés. Effectivement, le BL55 qui fait sur plus. le 55. Voilà, qui fait un peu plus. Mais parce qu'il y a une approche bordure, parce qu'ils veulent passer par la zone d'activité. Et après, ils veulent prendre une partie. Donc, on a laissé la côte mal taillée. Pourquoi ? Cet espace, pour nous, il est contraint, il est sous ligne. Donc, on a très peu de capacité de développement. Donc, si vous voulez, c'est une zone pour laquelle on a eu très peu. On avait eu une réservation, mais qui n'a jamais abouti. C'était un Marbrier qui voulait y faire un magasin. Ça n'a jamais abouti. Et donc, depuis, on est dans un schéma de contrainte, puisque les seules activités qui voulaient s'y mettre n'avaient pas assez de hauteur pour développer les activités. Donc, elle est beaucoup moins prisée, si je puis dire, que l'autre d'avant. Et donc, on n'a pas de contrainte. On l'a notifié à 4 hectares, mais en réalité, c'est moins d'1 hectare. Voilà, en détail. D'accord. Et en ce qui concerne le petit parc communal, là où on entrepose du matériel, qu'est-ce que ça devient ? Le petit parc communal. Oui, à côté du rond-point. On est sur un lieu de stockage. C'est ce qui est à l'angle, là. Oui. Non ? Oui, ce sont les ateliers. Ah non, mais vous parlez... Là où est Sébastien Garbaille ? Non, pas du tout. Non. De BL 56, vous avez une zone d'entreposage là, de containers, de... Hein ? Non, mais elle ne fait pas du tout partie du projet. Hein. Ah d'accord, bon alors... Non. C'est ce qui est en jaune, hein ? Ah, on reste que sur le jaune. Ah oui, bien sûr. Ah d'accord, oui. très bien. En fait, pardon, je ne comprenais pas. Ce qui est en violet, c'est l'emprise qui nous appartient. 56, 55, 56. Mais c'est que la 55. Hein. Pas de questions sur la 55. Je ne comprenais pas, pardon. Pourtant, la 56 fait partie de la délibération, hein, du bail. Uniquement la partie basse qui peut permettre d'être la zone de servitude. D'accord. Vous voyez, c'est dans le prolongement du chemin. C'est pas la totalité de ce non, qu'on voit à l'écran. voilà. Très bien. Voilà. Merci. C'est pour ça que la 56 a dû être notifiée en réalité, parce qu'on va en chercher quelques mètres carrés. Voilà, tout simplement. Merci. J'avais du mal, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pas d'autres questions ? Je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions ? Je vous remercie. Je n'ai pas de questions diverses. Oui, pardon ? J'ai la réponse pour Monsieur pardon. Pressoir. Le tracteur. On revient au tracteur. Voilà, donc le prix du tracteur, c'est 97 000 € hors taxe. Et le prix de l'épareuse, c'est 54 000 € hors taxe. Tu vois qu'une épareuse, c'est cher, hein ? Quand on change les lames ou les... Très bien, merci Christian. On passe aux informations. Alors, dans le cas des informations, la première pour ne pas l'oublier, la prochaine réunion du conseil municipal se tiendra le jeudi 23 juillet à 18h30. Alors pourquoi 18h30 et pas 19h ? C'est tout simplement, je vais venir sur quelque chose d'un peu précis que j'aurais pu évoquer après, mais dans le cadre des fêtes de Morsingue, vous l'avez su, dans le cadre de l'arrêté rouge préfectoral canicule, on a été tenu de reporter et d'annuler certaines activités. Et avec le club à la fois cycliste et avec l'assaut des Amis de la course landaise, on a reprogrammé le 23 au soir la course cycliste et le CAM va faire le repas qu'ils n'ont pas pu faire le dimanche soir des fêtes, tout simplement. Et le 24 au soir, à 21h, la course landaise des fêtes aura lieu en nocturne, en semi-nocturne, à 21h. Donc, on va essayer de refaire 2 soirées festives pour compenser le coup d'arrêt que nous a imposé l'arrêté préfectoral. J'ai différents remerciements de l'ACCA de Garros pour la subvention municipale et de Sans Façon Épicerie Sociale. Remerciements pour la mise à disposition de la salle du cinéma le 21 mai dernier à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ADACL. Et enfin, les remerciements du CAM Tennis pour le prêt de matériel, chambre froide, ils nous mettent tout, hein, et différents autres matériels, pour le vide-grenier et pour le tournoi ouvert aux tennisman et women porteurs de handicap, tennis fauteuil, qui s'est passé, mais il n'y a pas la date, il y a quelques semaines. Il y a également la décision du bail d'habitation avec M. Christophe Dulas. Dans les autres points, qui c'est qui voulait faire un petit point sur les fêtes ? Je ne me souviens plus.
Toi, Agnès, pardon. Allume ton micro. Vas-y. Alors moi, je voulais juste parler de l'association des jeunes des 18 ans qui sont montés cette année. Donc, ils sont venus me chercher pour être la marraine. Donc, j'ai accepté avec grand plaisir. Donc, j'ai fait juste 2-3 petits mots. Je ne vais pas être très, très longue en même temps, parce qu'ils vont regarder aussi le conseil, ils m'ont promis. Donc, en même temps, c'est des petits remerciements. Donc, cette classe de 18 ans a souhaité montrer que la jeunesse d'aujourd'hui est impliquée dans la vie de notre commune, qu'elle est dynamique, respectueuse, bienveillante et prête à s'investir pour faire vivre les traditions locales. Bien déguisée aussi. Et très bien déguisée. Je voudrais aussi remercier les différents partenaires qui les ont aidés à construire leur projet et leur fait confiance aussi parce que le CAM Omnisport, Sébastien Huard, leur a donné toute leur confiance pour leur donner un petit créneau horaire pour servir au bar. Donc ça a été leur plus grande joie de servir au bar voilà, pendant les Plus fêtes. que Festibrouette? Ah oui, ah non, D'accord. Festibrouette, ça a été très très chaud. Donc cette confiance est importante pour eux et a constitué un bel encouragement à poursuivre leur engagement au service de notre vie locale. L'un des objectifs de démarche est aussi de créer une véritable continuité. L'année prochaine, ces jeunes de 18 ans seront les parrains-marraines des prochains 18 ans. Ils pourront ainsi transmettre leur expérience, leurs valeurs, leur enthousiasme, afin que cet engagement se poursuive et se renforce d'année en année. Voilà, merci Paul, merci à tout le monde d'avoir cru en notre projet et d'avoir été derrière eux. Et merci aux jeunes et ils vous disent à très très vite. Merci Agnès. Moi, ce qui me fait plaisir dans cette opération, c'est qu'effectivement, ils se sont organisés. Alors, j'avais un camp de base qui n'était pas très loin de chez moi, donc j'avais un peu de musique lors des préparations de chars. Mais le choix musical n'était pas nécessairement de ma génération, mais c'était sympa. Et globalement, ce qui est bien, c'est que ça permet de préparer la suite aussi pour le comité des fêtes, parce qu'on a une génération de jeunes, mais un peu moins jeunes au comité des fêtes. Et si on peut petit à petit les intégrer et l'associer, ça veut dire que la relève est assurée, ils savent ce que c'est porter des projets, travailler en respectant les règles, et c'est plutôt chouette. En tout cas, merci pour ce que tu as fait avec eux. À toi aussi, du coup, on enchaîne. Bon, d'accord. Alors qui? Toi? Alors ça sent les trottinettes. Vas-y, Anaïs. D'accord. Il faut que je te donne la parole, peut-être. Ouais. Vas-y, appuie, je t'ai claqué. C'est bon. Donc, toi, tu parles des jeunes, Agnès. Je pense que tu as un très bon souvenir de Festibrouette et de ton petit rafraîchissement dans la piscine. J'y ai assisté. Je n'avais pas pu filmer. Je suis un peu déçue. Moi, je vais parler des seniors. Je tenais à remercier toute l'équipe de la résidence Autonomie qui, pour l'ouverture le vendredi après-midi, a fait une bodega au sein de la résidence, une bodega sans alcool. Et remercier le comité des fêtes qui était présent ce jour-là, qui a remis symboliquement les clés aux résidents, voilà, qui ouvrait un petit peu les fêtes. C'était une pré-ouverture, on va dire, au sein de la résidence. Donc, il y a eu un concert. Les résidents se sont démenés pendant plusieurs semaines pour faire une super déco, pour accueillir les jeunes de Caminante, l'accueil de jour du PGPS ou même des résidents du PGPS. Donc c'était une formule un peu adaptée parce qu'on était évidemment en prémisse d'alerte rouge canicule. Donc ça s'est fait en intérieur, climatisé, avec voilà, beaucoup de boissons fraîches. Donc voilà, je tenais à remercier les résidents qui ont montré qu'ils étaient complètement inclus et ouverts à la vie de notre commune. C'était un peu émouvant parce que quand on a imaginé ce projet, c'est exactement comme ça qu'on l'imaginait, c'est-à-dire une ouverture vers les activités qui peuvent se passer en centre-ville. Et là, le voir prendre je sais pas comment dire, prendre racine sous nos yeux, c'était vraiment chouette. Donc merci aux résidents, à l'équipe du CIAS, à tous les partenaires et au comité des fêtes. Merci Anaïs. Sois moins long, Yannick Villato. Je te prie. D'ailleurs. Merci beaucoup. Donc, je souhaitais remercier tous les enfants, parents et sponsors et coachs qui ont participé à la course à trottinette, qui nous tient à cœur depuis plus de 60 ans.
Ils ont su s'adapter aux conditions, puisqu'effectivement, on a dû adapter les horaires par rapport aux conditions climatiques, mais on a pu quand même le faire le matin de bonne heure. Donc, remercie également Jérôme Lespès, Pierre Beiris, Véronique Beiris, ma maman, qui file un coup de main chaque année pour que ça se passe bien. Remercier le comité des fêtes qui permet également de donner des tickets de manège, et remercier monsieur le maire qui nous a permis d'avoir une petite demi-heure pour pouvoir justement permettre aux enfants d'aller faire utiliser les tickets de manège, et ils se sont amusés. Là, c'était plus de la compétition, c'était vraiment du jeu, et ils ont fini les fêtes en beauté, donc merci à tous. Quand je te dis de parler moins longtemps, tu n'es pas obligé de parler 2 fois plus vite. Non, mais en fait, merci à toi, parce que c'est quand même un sacerdoce. Il y avait de chouettes équipes, les enfants se sont beaucoup entraînés, ils étaient frustrés de ne pas pouvoir le faire. Bon, c'est comme ça, on a réussi à trouver un créneau entre 9 et 11, la préfecture a validé, il fallait que ça se termine tôt. Et en remettant les trophées dans une salle climatisée, juste avant le concert des fêtes, que pour la première fois ne se passait pas au kiosque. Bon, écoute, on a trouvé en moyenne une parade, et après les forains ont accepté de rester un peu plus ouverts, donc c'était bien. Bon, en tout cas, j'espère que l'an prochain, on pourra les faire dans de meilleures conditions. C'est tout pour les fêtes, plus personne? Très bien. Moi, je voulais faire un deuxième point, avant de parler des rendez-vous culture, faire un petit point PCS. Vous l'avez vu, dans le cadre de l'arrêté canicule, le préfet a sollicité l'ensemble des communes landaises pour que les plans communaux de sauvegarde soient actionnés. Donc, on l'a fait dès lundi matin, même si on avait largement anticipé l'organisation scolaire dès le jeudi et le vendredi avec les directeurs des écoles. On avait trouvé des solutions d'accompagnement sur des espaces climatisés. Il y a eu aussi un message des enseignants en disant aux parents, si vous pouvez les garder, gardez-les un petit peu. On ne voulait pas fermer les écoles parce qu'il y a ceux qui peuvent les garder, mais il y a ceux qui bossent et qui ne peuvent pas. Donc on a trouvé un équilibre. Il y a eu peu d'enfants. Malgré tout, les enfants ont été pris en charge dans des conditions cohérentes, en accord avec l'ensemble des enseignants. Donc ça s'est calé. Là aussi, merci à l'équipe éducation qui l'a porté avec Nathalie comme élue référente. Donc ça s'est plutôt très bien passé. Il y a eu aussi un travail de proximité dans les 3 plus petits villages où les élus... Alors le PCS, il doit être travaillé dans les 6 mois. Donc il y avait la liste avec les anciens. On a mis les nouveaux un peu le pied à l'étrier pour y aller. Donc dans les 3 petits villages, ça a été fait. Ça a été suivi d'un phoning au niveau du CIS dans le cadre de déclenchement du plan rouge, c'est comme ça? Ou du plan, je ne sais pas comment vous l'appelez. Enfin, dans le cadre du PCS, plan canicule. Et donc il y a eu un suivi. Il y a eu très peu d'appels, ou presque pas d'appel même à la mairie. Donc ça a été travaillé correctement. Et nous, on a fait tous les matins notre petit point. Il y a aussi tout un travail d'organisation des horaires de nos agents qui ont été décalés et tout ce qui a pu être travaillé. Alors, vous l'avez vu, il y a eu une coquille dans l'arrêté du préfet. C'est qu'il avait estimé qu'il fallait interdire la vente d'alcool dans les magasins. Il s'est fait un peu rattraper par le centre Leclerc de Mont-de-Marsan, qui assez rapidement lui a expliqué le manque à gagner. Et donc ça a été corrigé, comme quoi même un préfet peut se tromper dans un arrêté, vous voyez, ça arrive, et le reconnaître en plus, donc c'est bien. Mais globalement, ça a été bien mené. Ce soir, vous l'avez vu, on est dans un schéma où on nous repasse à 22h en orange, mais malgré tout, on nous met en orange problème de vent et problème de risque d'orage avec de la grêle, donc on ne sait pas exactement où ça passe. Donc on est un peu contraint dans la mesure où, au-delà des fêtes, on a accueilli 240 caravanes de gens du voyage aussi dans le cadre de notre AGP. Ça, c'est la réglementation. Quand il y a une commune de 5 000 habitants dans un territoire intercommunal, il y a l'obligation d'avoir une AGP. C'est notre cas. On fait partie des AGP qui sont ouvertes. Il y a des territoires où il y a les AGP, mais ils les ferment. Donc on va en reparler avec le préfet des Landes dans les prochains jours. C'est pas normal que l'AGP de Dax, par exemple, soit fermée, quoi. Donc moi, j'ai interpellé les élus d'Aqua pour qu'on puisse en parler rapidement avec le préfet, mais Mont-de-Marsan est dans le même cas. Parce qu'on se rend compte qu'on est l'AGP la plus importante des Landes ouverte en ce moment. Bon, elle est ouverte à 150 caravanes, on en a 240 qui sont arrivées, j'ai remercié le préfet chaleureusement, parce que quand vous avez 90 caravanes de plus, vous n'avez pas l'électricité qui tient. Surtout quand il fait 45 degrés, qu'ils ont des caravanes excessivement équipées, et qu'il a fallu s'organiser. Donc on a réussi avec Enedis et les services techniques à travailler pour qu'ils puissent y rester. Parce que la menace était claire, c'est vous ne nous mettez pas du jus comme il faut, on s'installe en ville, quoi. Bon. Donc il fallait éviter ça autant que possible. Oui, mais 240 caravanes, quand j'ai 2 gendarmes en soutien le dimanche matin à 8h15 parce que je les ai appelés, on est un peu ledge, quoi. Mais on a réussi puisque la chance qu'avec l'animateur qui s'occupe de ces projets et notre policier municipal, c'est des gens qui viennent régulièrement, au moins l'un des 2 groupes. Donc
On le connaissait, il nous connaissait, on a travaillé en confiance, mais il y avait malgré tout sur le deuxième groupe des menaces de s'installer, qui à la distillerie, qui à Morée, qui à d'autres endroits. Ça aurait été plus problématique, surtout à Morée pour toi, Patrick, mais pour d'autres aussi d'ailleurs. C'est pour ça, vous avez vu qu'on travaille la tonte et la fauche dans un schéma différencié, comme on dit en matière environnementale, pour faire en sorte que la nature puisse maintenir ses droits. Toujours est-il que ce que je voulais dire, c'est que dans le cadre de l'alerte orange météo de ce soir, il y a eu une discussion avec les représentants de ces deux groupes de gens du voyage, puisque 40 à 50 d'entre eux n'ont pas d'assurance grêle. La plupart sont équipés, mettent des filets, mettent des ballons, il y a des systèmes pour repousser, ils ont démonté leur chapiteau, mais il y en a une cinquantaine qui sont venus se mettre sous la distille sans dételer ce soir pour sécuriser leur caravane. Et donc demain matin, ils vont repartir. Et ils nous ont demandé autorisation et on l'a validé dans la mesure où c'était dans un schéma respectueux, cadré, puisque dans la mesure où ils sont chez nous, ils sont considérés comme des habitants de Morcin-Sans-Nouvelle, c'est ça la loi. Donc on a plutôt travaillé avec eux, plutôt que leur dire non et qu'ils le fassent en force, on a préféré le faire. Ça nous a pris un peu de temps aujourd'hui, mais ça a été cadré. Et donc demain matin, je le dis pour les gens qui les ont vus s'installer, pas d'inquiétude, ils repartiront sur l'air. Ils partent en principe dimanche, et dans l'organisation de l'air, on a sur l'été 5 à 6 groupes annoncés. Alors là aussi, c'est des groupes hypothétiques, c'est-à-dire que quand ils arrivent sur la sortie d'autoroute, des fois ils viennent à droite côté Morcinx, des fois ils vont à gauche côté Mimizan. On le sait quand ils ont mis le clignotant. Dimanche matin, ils devaient arriver à 10h, ils sont arrivés à 8h, donc j'étais en tête de circuit pour leur montrer la route. Mais globalement, on sait au dernier moment s'ils viennent pas. Et ceux qui sont là n'ont pas d'issue autorisée dimanche. Donc on se dit qu'ils peuvent avoir envie de rester, je ne pense pas. Hein. Je pense qu'ils vont aller en illicite ailleurs. Mais globalement, c'est toujours une loterie et c'est quand même compliqué. Donc on a travaillé avec eux, c'est 1200 habitants de plus dans le village pour la semaine. Donc on a prévenu les commerçants chez qui ils vont habituellement, c'est-à-dire les grandes surfaces, les boulangers. On a essayé de prévenir l'ensemble des gens. Dès qu'on a eu la confirmation qu'ils étaient là, c'est effectivement des choses sur lesquelles on doit travailler. La gendarmerie a été à nos côtés et reste vigilante à nos côtés, même s'ils ont des effectifs un peu plus réduits. Et donc c'est un travail de tous les jours. Et j'en profite pour remercier la police municipale et les élus qui m'accompagnent dans cette démarche, parce que c'est jamais très simple. Voilà. Mais malgré tout, ça fait partie de nos obligations. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le PCS, les gens du voyage. Alors, on est en vigilance orange canicule, donc ça veut dire que la vie va reprendre, que les activités diverses et variées peuvent reprendre. Et là où on avait un vrai questionnement, c'est sur le triathlon qui se passe samedi, puisque samedi, il y a 600 inscrits, 300 par course. Je pense qu'ils vont annuler celle des petits. Dimanche, 300 le matin, 300 l'après-midi. On a un dernier questionnement, c'est qu'il y avait aussi potentiellement un passage en orange au niveau risque incendie. Alors le préfet ne l'a pas validé, il attend, je pense, de voir l'étendue des dégâts, s'il y en a malheureusement, avec les orages de ce soir, orages secs. S'il n'y a pas d'orage sec, il nous a confirmé qu'on restera en jaune sur les prochains jours, donc ça veut dire que le triathlon pourrait s'opérer sans problème toute la journée. Si c'était en orange, on serait peut-être contraint de ne le faire que le matin et pas l'après-midi, puisque orange, ça veut dire à partir de 14h, plus personne en forêt. Bien sûr, plus d'action d'entreprise, hein, pas de coupe, pas de choses comme ça, mais plus d'activité à moteur en principe. Mais quand on fait courir 300 personnes, on peut être amené à moteur à aller en chercher quelques-uns ou aller secourir, et donc ça peut être embêtant. Donc voilà où on en est, ça sera tranché demain. Mais j'espère que M. Badet, qui est l'organisateur principal du Stade Montois, et les collègues du CM Omnisport qui ont porté ce joli projet, vont pouvoir aller au bout, parce que l'objectif pour nous, c'est quoi? C'est d'être tout simplement inscrit dans le calendrier annuel des triathlons du Grand Sud. Donc c'est pareil, hein, 600 personnes qui viennent courir, et potentiellement un peu plus l'année prochaine si on peut continuer. Mais c'est des gens qui, pour certains, vont dormir la veille, vont manger, vont passer la journée. Et donc il y a un véritable enjeu pour nous en matière d'activité tout simplement et de reconnaissance sur notre territoire. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Rendez-vous culture, tu me mets le document que tu as préparé, Stéphane, s'il te plaît. Voilà. C'est bon? Pardon. Alors, le foot, qui peut maintenant le réorganiser, organise la soirée France-Norvège à la salle du Maroc, demain soir. À partir de 18h30, ils ouvrent la salle. Il y a l'assemblée générale d'abord du foot, et après, il y a le match, c'est ça, hein.
Le triathlon, je viens d'en parler. Alors, triathlon du monde, je ne suis pas d'accord avec eux. On va trouver un autre nom pour la deuxième. Ça, c'est le côté montois un peu, ça. Samedi 27, il y a le repas malgache à la salle des fêtes d'Arjusan, comme tous les ans, je dirais maintenant depuis plusieurs années, qui permet de financer l'assaut, qui permet de coordonner des actions d'éducation et d'accompagnement de publics vulnérables à Madagascar. C'est en général super bon. Dimanche 28, il y a le loto, salle du Maroc du CAM, avec 8 000 € de prix. Le 1er juillet, il y a le don du sang, et je ne vous cache pas que il y a vraiment besoin que les gens viennent nombreux parce qu'on est sur des stocks qui commencent à baisser fortement. Et dans la période où on va accueillir pas mal de personnes sur notre territoire, on a besoin de remonter un peu les stocks. Donc je crois que Michel Cadiz va faire un peu de communication dans les prochains jours. Enfin, un peu plus que d'habitude. Parce qu'ils lui ont demandé et puis qu'il aime ça. La journée découverte du basket qui avait été annulée est reportée au 1er juillet 2026, le mercredi, c'est ça, Angelina? Voilà. Ça concerne toutes les tranches d'âge. Microfolie, ça c'est l'opération déportée d'événements culturels ou d'expos, différentes choses à la médiathèque, c'est du 1er au 31 juillet. Héros, héroïne. Les fêtes de Morsinx, là tu parles des fêtes de Morsingsbourg, Stéphane, d'accord? Donc en espérant que ça se passe bien. La dernière fois qu'on avait annulé des choses, c'était à Morsingsbourg. C'était la course landaise, puisqu'on avait eu un déluge. Bon, j'espère que ça se passera mieux que les fêtes de Morsinx. Sinon, si on avait 2 courses à reporter, ça ferait beaucoup de courses cet été. Morsingsbourg, en fait, vous avez le programme. Ça commence vendredi soir et ça se termine samedi soir un peu tard, comme d'habitude. Avec l'affiche de la course landaise, c'est Frédéric Vergonzan, donc ça change de Ganaderia. Alors, c'est gratuit, effectivement. On a mis quelques gradins de plus cette année. Et c'était quand l'an dernier ou il y a 2 ans qu'on l'avait faite à Morsinx, aux arènes de Morsinx? Je ne sais plus. Il y a 2 ans. Donc, bien effectivement dans la prairie, façon course landaise du début du siècle dernier. C'est des moments, pour ceux qui ont connu les courses dans les années 80, c'est ce qu'on avait habituellement dans nos villages, de Chalosse principalement. Le Répart Café, 4 juillet à la Pailleuse. La fête des voisins aussi le 4 juillet. Donc là, il y a une action coordonnée sur les rials de Sender. Le racontage de drôles, comme tous les mois, c'est le 4 juillet à 11h, c'est pour les enfants à partir de 3 ans. Et le babillage pour les plus petits, c'est le 4 juillet à 10h. Alors là, c'est Morsinx le 4, Onès le 8, le 9 à Rengos, le 10 à Igos et le 15 à l'Esperon. Morsinx à Nouvelle, dans le cadre des activités de l'OT, entre lagune et fontaine, découverte de la lagune de la Bourouse et de la fontaine Notre-Dame des 7 douleurs. Je pense que Daniel Buiromont ne sera pas loin. Le 7 juillet, du 7 juillet au 29 août, au cœur de la région, par Dédé Garbaille, ça c'est l'expo d'aquarelle. C'est le vernissage est le 10 juillet et c'est exposé à la médiathèque. Cœur d'homme Arguiléac, ça c'est un super groupe basque qui vient chanter pour apporter quelques sous au secours populaire. Donc on a validé cette opération portée par Jacques Dulouet himself, je dirais. Ça s'agrège à l'opération annuelle que tu portes, Angelina, dans le cadre de l'association culturelle. C'est un super groupe de chanteurs basques. Donc c'est une entrée au chapeau, c'est-à-dire c'est gratuit pour ceux qui n'ont pas les moyens et c'est une petite pièce ou un petit billet ou un gros même pour ceux qui ont les moyens et qui veulent. Et donc ça sera le 11 juillet à 21h, sachant qu'on a l'apéro de la Cité du G à 19h30. Ça va faire beaucoup de choses ce soir-là. Charlottade, le 13 juillet 2026, ça c'est le RMCR qui l'organise. Ils nous ont demandé cette année de fermer la rue entre les 2 stops pour qu'ils puissent poser les tables parce qu'ils étaient un peu serrés l'an dernier. Donc voilà, c'est un événement traditionnel de Morsinx où il y a généralement beaucoup de monde et donc c'est le RMCR qui gagne un peu d'argent pour sa saison de rugby. Partir en livre, Petit et Grand Héros, ça c'est toujours la médiathèque, du 9 au 17 juillet. Journée portes ouvertes, Guinguette solidaire, samedi 18 juillet, c'est l'association Sans Façon, chère à Marie-Louise Martin qui organise ça. Sardinade du foot, putain, ils ont une sale tête les sardines. Ça vous va? D'accord, pour une Portugaise, mais même pour les autres, c'est pas l'apanage des Portugais les sardines. Voilà. Donc
on revient sur une séquence de sardinade. Le foot fait une sardinade le 19 juillet. En général, c'est sur la place ou devant la salle Jean Jaurès. Je ne sais pas où ils ont décidé de la faire. C'est Ah, il y a la finale de la Coupe du Monde. Merci de me le dire, hein, parce que ça, c'est la finale de la Coupe du Monde de football pour ceux qui aiment ça. Et ça sera où alors? Ça sera au Maroc ou c'est sur la place? Bon, on ne sait pas. On va leur demander à l'Assemblée Générale. D'accord. Bon, après on verra si on y est, ça va leur donner envie de la faire version immense, on verra. Après, il y a les marées découvertes VTT, VTC, ça c'est l'OT qui le fait également. Le club de pétanque de Morsinx organise un stage avec 2 multiples champions de France, champions d'Europe. Donc en fait, ils viennent accompagner les gens qui veulent progresser. C'est un stage d'initiation, c'est 100 € par personne pour la journée. Il leur faut max 50 personnes, je crois qu'ils en avaient entre 25 et 30 il y a quelques jours. C'est la première fois que ça s'organise dans les Landes, ça se fait beaucoup dans d'autres secteurs comme le Sud-Est par exemple. Et c'est pour ceux qui le connaissent, des gens connus dans leur sport. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, la course cycliste, pardon, c'est pas de vélo. Le 23 juillet à 20h30, départ avenue Foch comme d'habitude. La course andaise le lendemain à 21h avec alors le 23, il y aura le casse-croûte du CM, bien sûr, parce que quand on va passer les cyclistes, on boit une bière et on mange un gnac, comme on dit chez nous. Le 24, il y aura la course. Et après, il y aura les fêtes de Sender le 3 et le 4 juillet. C'est une coquille. D'accord. Merci de corriger. 25 et 26, les fêtes de Sender, avec, comme d'habitude, des choses qui se passent à la fois sur les rials et à la fois dans la salle des fêtes. Et en général, c'est sympa. Le samedi soir, on mange bien. Moi, je reste rarement dansé, mais on mange bien. Voilà. Voilà pour les festivités. Donc, on se retrouve... le conseil municipal, je vous l'ai dit. Moi, j'ai 2 derniers points à évoquer. Premier point, j'ai reçu 3 courriers de M. Lachenmayer suite au dernier conseil municipal. Dernier conseil municipal où toutes les délibérations avaient été votées, donc il n'y a pas de problème. Mais j'ai malgré tout reçu 3 lettres supplémentaires. Alors, j'étais un peu étonné de recevoir ces lettres parce que je pensais qu'on avait donné les explications. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je vais revenir moi, sur la première très simplement, qui concerne la note de synthèse qui, au-delà du courrier, est un peu une crispation de M. Lachenmayer. Je le dirai comme ça en restant poli. Moi, simplement vous dire que la note de synthèse, on respecte le cadre réglementaire. Vous l'avez dans chaque conseil municipal. Moi, pour siéger ailleurs, puisque vous avez dit que j'étais cumulard, pour siéger par exemple au conseil départemental, on passe des journées entières à travailler en commission, et c'est les délibérations qui font foi, avec les conventions et les différentes pièces correspondantes. Alors, je ne vais pas étaler la jurisprudence qui existe, parce que ça ne sert à rien, et puis qu'on n'est pas là pour en parler là, mais globalement, je pense qu'on respecte le cadre. Ça vous convient, ça ne vous convient pas. Je n'ai pas mis en magasin, on faisait comme ça, on fera comme ça. Alors, vous avez échangé avec M. Baylac. Je ne souhaite pas qu'on échange ce soir là-dessus, parce qu'il vous a déjà dit les choses que je vous répète ce soir. L'ensemble des projets de délibération sont évoqués, les pièces complémentaires en général y sont. Et je vous rappelle que les commissions sont aussi les lieux où certains des collègues de votre liste viennent, sont les lieux où on évoque pas mal de choses, pas mal de dossiers, pas mal d'informations. Et c'est comme ça qu'on fonctionne toujours. Et donc, on n'a pas une ingénierie qui nous permet de faire des notes de synthèse. Alors, la note de synthèse un peu améliorée, elle est faite pour qui? Elle est faite pour le maire. Voilà. Mais elle n'est pas faite pour l'ensemble des élus correspondant à la composition du conseil municipal. Donc, on fonctionnera comme ça sur le mandat. Deuxième question que vous avez posée concerne les 2 autres délibérations. La première, c'est sur le point de résolute que tu avais présenté, Christian. Je te laisse apporter quelques éléments. Et après, c'est toi, Nathalie, sur le budget du... Alors, juste sur le budget, c'est vrai qu'on ne l'a pas donné. Donc, on va vous le donner, tout simplement, il n'y a pas de problème. Et juste un point complémentaire, si tu veux, Christian, d'abord. Ça va mieux. Oui, juste pour ça, donc je vous avais répondu sur la lancée, donc qu'on avait fait un classement et un déclassement de la voirie communale. Donc si vous voulez, je vous ai préparé un tout petit dossier dans lequel vous allez retrouver la délibération qui a été prise en 99, qui classe, j'ai noté moi dans mon exemplaire quelques points que je vais juste vous donner comme ça.
Classement de la voirie communale. Vu les résultats de l'enquête publique ouverte du 22 janvier 1999 au 5 février 1999 en mairie de Morsinx, vu les conclusions favorables du commissaire enquêteur en date du 4 février 1999, décide de la désaffection à l'usage public des chemins ruraux suivants et de la conservation du terrain en propriété privée de la commune, tous les chemins mentionnés CR sur la matrice cadastrale au moment de l'enquête publique. C'est-à-dire qu'on a tout déclassé, en fait. Et plus loin, je vous passe les trucs, d'incorporation d'un total de 22 chemins ruraux dont la liste et les caractéristiques figurent au tableau annexé à la présente délibération, représentant une longueur totale de 27 784 mètres linéaires. Et dernière phrase, que la présente délibération annule et remplace toutes les délibérations antérieures de classement de la voirie communale. Donc, ça prouve bien que ça a été fait avec une enquête publique. Je vous ai mis un plan des chemins ruraux sur tout le secteur. Le plan qui était annexé à l'enquête visé par la préfecture. Alors, c'est un extrait parce que le plan est très grand. Mais vous verrez bien que le petit morceau donc, qui avait été évoqué en aliénation ne fait plus partie de... C'est uniquement l'emprise qui reste propriété communale. Voilà. Et vous avez, pour information, je vous le laisse aussi, visé également par la préfecture, l'ensemble du classement de la voirie communale, de toutes les routes, alors, qui avait été fait en 1999. Ça a évolué depuis, mais on le tient à jour. Et vous avez notamment... voilà, la page qui concerne les chemins ruraux avec l'origine du chemin, l'extrémité du chemin, etc. Tout est détaillé. Je connaissais bien l'affaire parce que, en tant qu'ancien de la DDE, c'est moi qui avais commencé à travailler sur ces dossiers-là, sur la communauté enfin, ce n'était pas encore la communauté, c'était le CIVOM de Morsinx à l'époque, mais j'avais travaillé là-dessus, et moi je suis parti en 96, ça a été fait en 99, mais mes collègues derrière avaient continué ce travail. Voilà. Merci pour le panier garni. Bien. Et sur la troisième, juste, j'espère que tu n'as pas un panier garni parce qu'il va repartir Alors à la non, même pleine. moi, je vais être beaucoup moins prolifique en documents. Hein. Moi, j'ai juste un budget. Voilà. Et puis lui, il a des vieux papiers bien jaunis. Ça fait vraiment... c'est chouette. Voilà, le plan d'époque c'est... de la voirie communale. Je vous le montre, mais effectivement, ça ressemble presque au parchemin, mais il est... Alors moi, c'est pas d'époque, c'est de cette année. Alors du coup, vous vous interrogiez sur le budget du séjour donc passe loisirs à destination de 24 jeunes du 27 juillet au 31 juillet. Donc ils seront accompagnés par 3 animateurs. Donc le total du budget, qui bien sûr est à l'équilibre, est de 10 768,97 €. Donc la part hébergement et pension complète, ça revient à 4 323,60 €, soit 180,15 € par enfant. En carburant, 500 €, soit 20,83 € par enfant. Alimentation, 350 €, 14,58 € par enfant. Activité, 2508 €, 104,50 € par enfant. Le minibus, 900 €, 37,50 € par enfant. Le salaire des animateurs, 2137 €, donc 89,06 € par enfant, et 50 € d'assurance, soit 2,08 € par enfant. En ce qui concerne les recettes... Tu n'as pas beaucoup de documents, mais tu es presque plus longue que Christian Navarre. Et ouais, mais c'est important d'être... Vas-y. En ce qui concerne les recettes, donc la part de la mairie est de 4 328,97 €, soit 180,37 € par enfant. La PSO, la prestation de service ordinaire, qui est versée par la CAF, et c'est notamment pour toucher en particulier cette subvention, mais aussi d'autres, que notre séjour doit être ouvert au même tarif à l'ensemble des enfants. Vous voyez, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Donc là, on aura 640 € de PSO, soit 26,67 € par enfant. La subvention Land Imagination, alors ça, c'est une subvention que les jeunes vont chercher eux-mêmes en allant défendre leur projet devant un jury, puisque c'est un projet qu'ils ont monté, accompagné par les animateurs. Mais ce qui est très, très intéressant dans ces projets-là, c'est qu'en fait, les enfants sont acteurs de ce qu'ils font. Ils choisissent le lieu, ils vont chercher les devis, ils font des actions pour de l'autofinancement, enfin voilà. Et ensuite, ils vont le défendre devant un jury,
Et là, donc, ils ont obtenu 1 000 € de subvention. Voilà. Et ça, je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant. Et donc, la part famille, département ou BONCAF, donc, ça revient à 4 800 €, donc 200 € au maximum par famille. Et en fonction, je vais encore le faire tomber, en fonction du quotient familial des familles, elles ont un BONCAF qui vient... voilà. Et c'est ça qui fait que leur reste à charge baisse, en fait. Voilà. Et donc, le total des recettes est également de 10 768,97 €. Est-ce que vous avez des questions ? Merci. Ce que je te propose, c'est de leur donner le tableau, tout simplement, comme c'est pour le regarder. S'ils ont des questions, ils nous les poseront la prochaine fois. Attends, mais je vais voir parce que je me suis mis un peu... Dernière chose, dernier point avant de vous libérer. Dernière information à l'attention des Morçonnais, c'est simplement revenir très rapidement sur le recours de Mme Cordier quant à l'élection. Vous attendiez quand même à ce que je le relève, Mme Cordier. C'est quand même... Alors, je ne vais pas me faire des caisses parce que ce n'est pas dans ma nature. Mais simplement dire que le recours que vous avez introduit a été rejeté en son intégralité, que le juge a confirmé, en reprenant la jurisprudence et l'ensemble du mémoire de défense que nous avions constitué. Et au-delà de ça, moi, ce que je trouve malgré tout intéressant, c'est ce qui concerne, quand même, ce qui souligne l'abus pratiquement de la procédure. Parce que je veux dire, moi, c'est ça qui me gênait plus que le fait qu'il y ait recours. Recours, on a tout à fait le droit, mais quand c'est fondé, c'est que vous soyez tenu de verser 600 €, 200 à Paul Carrère, 200 à Marie-Christine Altimira, 200 à Isabelle Cantegret. Alors, c'est dommage qu'Arnaud Duprat ne soit pas là ce soir, parce qu'il aurait pu avoir la réponse sonnante et trébuchante quant à ce que coûtaient les frais de défense de la collectivité. Mais ça va coûter au bas mot près de 3 500 €. Et que dans le cadre de la décision que je présenterai la prochaine fois, parce que le délai n'était pas bon, vous l'aurez au prochain conseil municipal, vous verrez que dans la décision, il est stipulé que les 600 € viendront en atténuation des frais engagés par la collectivité pour le mémoire de défense qui a été fait dans le cadre de ce recours. Si. Je suis d'accord avec vous, mais normalement, ce n'est pas à la collectivité de prendre en charge les frais de... Déjà, si vous voulez parler, il faut me demander autorisation, je vous donne un micro, voilà. Donc je réitère ma réponse en disant que normalement ce n'est pas à la collectivité de prendre en charge les frais d'avocat. Mais si vous voulez, nous on l'a jugé comme tel, dans la mesure où, et vous l'avez d'ailleurs exprimé dans la presse, c'est que justement vous mettez en accusation l'organisation de l'élection. Dans l'organisation de l'élection, c'est pas personne, c'est pas Marie-Christine Altimira, c'est pas Isabelle Cantegret, c'est pas Paul Carrère, c'est l'ensemble de l'organisation administrative portée par les services de la collectivité. Alors, écoutez, ça vous donnera l'occasion de faire un nouveau recours. Mais en l'occurrence, c'est traité comme ça. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que les 600 € que vous allez verser, eh bien, ils viendront en atténuation de la charge relative à cette défense. C'est comme ça que ça se passe, en principe. Mais si vous avez d'autres informations, vous jugerez bon de faire ce que vous avez à faire. Voilà ce que je voulais dire. Et moi, ce qui me gêne beaucoup, et j'espère qu'on aura un droit de réponse, c'est les titres fallacieux qui avaient été mis dans la presse, alerte sur la sincérité des scrutins à Morsinx sa nouvelle. Ça me pose un vrai problème. C'est moi qui donne la parole, donc vous éteignez votre micro, je vais l'éteindre d'ailleurs. Voilà. Et donc, si vous voulez, ce qui me pose un problème, j'espère qu'il y aura quelque chose qui permettra de corriger le tir, parce qu'au-delà du recours, moi ce qui me gêne, c'est l'opprobre qui a été jeté sur notre collectivité, sur les agents de la fonction publique qui travaillent pour nous, et pour vous aussi d'ailleurs, qui viennent... dans le cadre de l'organisation de la collectivité, de travailler, vous apporter des moyens de travail, des capacités, des documents pour travailler, si vous le souhaitez, bien sûr. Et donc, à partir de là, moi, je suis très heureux que le recours ait été rejeté, dans la mesure où ça me permet de confirmer que ce qui avait été proposé par notre DGS, par l'ensemble des techniciens, était respectueux de la jurisprudence et du droit français. Alors, on peut effectivement se donner une forme de consistance en assénant des contre-vérités, mais là, le juge a tranché. Ça ne marche pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne soirée et à bientôt. Merci.